Cette vidéo porte sur la dernière partie du cours sur la transformée de Laplace et consiste à regarder quelles sont les applications de cet outil mathématique. Il s'agit en fait de la résolution des équations différentielles. Alors, petit rappel, la transformée de Laplace permet de passer d'une fonction temporelle causale à une fonction image qui est généralement dans le domaine des fréquences. Généralement, dans les phénomènes physiques que l'on va retrouver en régulation, en transfert thermique, en électricité, en mécanique, les phénomènes physiques sont régis en fonction du temps par des équations différentielles, qui sont, on l'a déjà vu en mathématiques l'année dernière, pas forcément faciles à résoudre. Passer cette équation différentielle dans l'espace de Laplace va nous permettre d'avoir accès à une équation ordinaire, qui n'est pas une équation différentielle, et qu'on va résoudre de manière algébrique comme on sait le faire classiquement. Qu'on va pouvoir trouver ainsi l'inconnu dans l'espace de Laplace qui est noté grand X de P, et puis en appliquant la transformée de Laplace inverse, on pourra trouver la solution à l'équation différentielle initiale qui est X de T. Alors, un petit exemple d'utilisation de la transformée de Laplace en électricité. Ici, on a un circuit avec deux mailles dans lesquelles on a un générateur de tension, ici E de T, qui est un générateur avec une tension sinusoïdale, qui est noté ici E0 sinus oméga T, U de T pour rendre ce signal causal, je vous rappelle, c'est-à-dire jusqu'à T égale 0, notre signal vaut 0, et à partir de T égale 0, il vaut E0 sinus oméga T, oméga étant la pulsation du signal. Sur cette première maille, on va trouver une résistance R1 et une bobine d'inductance L, et sur la deuxième maille, on retrouve cette bobine, puisqu'elle est au milieu des deux mailles, et une résistance R2. Dans la première maille, ici, circule un courant d'intensité I1, et dans la deuxième maille, un courant d'intensité I2. En utilisant les lois de l'électricité, qui sont la loi des mailles et la loi des nœuds, on est capable d'établir deux équations différentielles, puisqu'on a deux mailles. La première donne l'égalité des tensions, aux bornes ici de notre générateur de tension E de T et aux bornes de notre résistance plus notre inductance. Donc pour la résistance, ici circule le courant I1, donc la tension aux bornes de la résistance c'est R1 fois I1, et au niveau de l'inductance ici circule un courant qui vaut I1 moins I2, et donc la tension aux bornes de cette inductance c'est L dI1 moins I2 sur dt. Pour la deuxième maille, on fait l'égalité des tensions aux bornes de l'inductance et aux bornes de la résistance R2, et on trouve cette relation-là, L dI1 moins I2 sur dt égale R2 I2. Donc on a un système de deux équations différentielles temporelles qu'on va passer dans l'espace de Laplace. On voit ici qu'on n'a plus de variable t, mais uniquement la variable p, qui est la variable de Laplace. On va résoudre cette équation si on n'a plus d'équations différentielles, on n'a plus de dérivées qui interviennent, uniquement des valeurs algébriques, qu'on va résoudre pour trouver les valeurs de grand I1 et grand I2, et puis on fera la transformée de Laplace inverse pour trouver les intensités I1 et I2 en fonction du temps. Ici, on a une autre application en transfert thermique qui consiste, alors c'est quelque chose que vous allez voir, puisque c'est un dispositif qui permet de définir la diffusivité thermique de certains matériaux. Donc vous allez faire ça en TP, en deuxième année, là, au S3, en transfert thermique. Donc on a ici une lampe à incandescence qui va générer une impulsion assez forte et donc générer un flux de chaleur qui va être absorbé par le matériau qui est ici, et puis on va venir, en fait, donc différents types de matériaux, plus ou moins isolants, et on va venir ici mettre des thermocouples en face arrière et mesurer l'évolution de la température de la face arrière de notre matériau. Et cette évolution de température en fonction du temps nous permettra, après un traitement, de trouver la diffusivité thermique, donc la capacité calorifique de notre matériau. Et pour faire ça, vous verrez qu'on va passer en fait dans l'espace de Laplace. Alors, les équations différentielles font intervenir une fonction inconnue, qu'on peut noter f qui dépend du temps, et ses dérivées, première, seconde éventuellement, voire troisième si on le veut. Donc il faut d'abord être capable de savoir comment on va faire pour transformer une fonction f de t dans Laplace, ça on sait faire, mais comment on va faire pour transformer sa dérivée. Donc il existe un théorème que l'on ne va pas démontrer et qu'on va appliquer, qui dit que si on a une fonction f qui est dérivable sur r, qui est causale bien sûr, et qui admet une transformée de Laplace que l'on note grand F de P, alors la transformée de Laplace de sa dérivée
f' va être la transformée de la place de la fonction f multipliée par p moins la valeur de la fonction f en 0+. Alors forcément 0+, puisque notre fonction elle est causale. Donc on est forcément au-delà d'un temps qui est strictement positif. Donc ça, c'est à savoir, c'est une formule à savoir, vous la retrouverez sur votre formulaire. La transformée de la place d'une dérivée, c'est la transformée de la place de la fonction multipliée par p moins la valeur de la fonction en 0. Alors, un petit exemple d'application de l'utilisation de cette propriété, de ce théorème des transformées de la place pour la dérivation. On considère ici la fonction f de t causale qui vaut cosinus 3t fois u de t. U de t, je vous rappelle, c'est la fonction échelon unité qui nous permet de rendre cette fonction causale. La transformée de la place de cette fonction f de t, on la connaît, c'est grand f de p égale p sur p carré plus 9. Ici, on a oméga, qui est la pulsation, qui vaut 3. On veut, grâce à ces informations, retrouver la transformée de la place de la fonction causale g de t qui vaut sinus 3t u de t. Donc on veut utiliser le théorème précédent. Donc on sait qu'on a une relation entre f de t et g de t, on sait qu'à quelque chose près, g de t est la dérivée de la fonction f. En l'occurrence, ce quelque chose près, c'est moins un tiers. On sait que la dérivée de f de t, la dérivée de cosinus 3t, c'est moins 3 sinus 3t. D'accord ? Un dérivé de cosinus 3t, c'est moins 3 sinus 3t. Donc ça veut dire que g de t, je peux l'écrire en fonction de f' de t, c'est moins f' de t divisé par 3. Si j'applique le théorème précédent, je peux trouver ici la transformée de la place de f' de t. D'après le théorème précédent, la transformée de la place de f' de t, c'est la transformée de la place de la fonction f, donc de cos 3t, donc p sur p carré plus 9, multipliée par p, moins la valeur de f en 0. La valeur de f en 0, c'est cosinus 0, et cosinus 0, ça vaut 1. Donc ici, on se retrouve avec p carré divisé par p carré plus 9 moins 1. Si on met tout au même dénominateur, on va avoir des simplifications des p carrés qui vont avoir lieu, ils vont s'annuler, et on va retrouver que la transformée de la place de f' de t, c'est moins 9 sur p carré plus 9. Du coup, je vais pouvoir dire que la transformée de la place de ma fonction g de t, ça va être moins la transformée de la place de f' de t sur 3, donc moins 9 p carré plus 9 divisé par 3, ce qui fait 3 sur p carré plus 9. Alors bien sûr, on a pu dériver une première fois, on peut dériver une seconde fois. La transformée de la place d'une fonction causale f de t, c'est grand f de p. La transformée de la place de la dérivée de f, donc de f' de t, c'est p grand f de p moins f de 0 plus. La dérivée de la place de f seconde de t, ça va être p carré f de p moins p f de 0 plus moins f' de 0 plus. J'ai juste en fait appliqué cette deuxième ligne ici une deuxième fois. Donc j'ai appliqué le théorème de la dérivée une deuxième fois donc à cette information. Alors bien sûr, on peut faire l'inverse, ça c'est le corollaire. Alors, je suis capable de dériver, donc je suis aussi capable d'intégrer. Donc on considère une fonction causale f, une primitive de f qu'on appelle g, on note grand G, la transformée de la place de petit g, et grand F, la transformée de la place de petit f. Alors, on a cette information-là qui nous dit que la transformée de la place grand G de P de G, c'est la transformée de la place de F divisé par P plus G de 0 plus divisé par P. Donc en fait, quand on passe dans la place, dériver consiste à multiplier par P et intégrer consiste à diviser par P. Alors attention, il y a quand même les conditions aux limites qui interviennent avec f de 0 plus et g de 0 plus.
Plus globalement, dans l'autre sens qui va nous servir plus, c'est ce qu'on appelle la multiplication par t puissance n lorsque je suis dans l'espace temporel. Qu'est-ce que ça va donner dans l'espace de Laplace? Donc on a toujours une fonction petit f, temporelle, causale, qui a le même transformé de Laplace que l'on note grand F. F peut se dériver autant de fois que l'on veut, elle est infiniment dérivable par rapport à la variable P. Donc pour tout n supérieur ou égal à 1, on peut écrire que la transformée de Laplace de notre fonction f de t multipliée par t puissance n, c'est égal à moins 1 à la puissance n, dérivée nème de grand F de P. En particulier, si n égale 1, on a la transformée de Laplace de la fonction f de t multipliée par t qui vaut moins la dérivée de grand F par rapport à P. Donc ça, c'est quelque chose qui peut servir dans des équations différentielles un petit peu compliquées qui ne sont pas linéaires. Alors, un exemple d'application de cet outil-là sur les primitives et les dérivées, ici, on a une transformée de Laplace qui est notée grand F de P qui vaut moins 2P sur P carré plus 1, le tout au carré. On remarque, alors avec un petit peu d'habitude, que notre fonction de Laplace grand F de P, notre transformée de Laplace grand F de P, elle est de la forme moins U' sur U carré. C'est-à-dire, et ça c'est la dérivée de 1 sur U, avec une fonction U qui s'exprime en fonction de P, qui vaut P carré plus 1. Si je regarde ça ici, vous savez que U', si je le dérive par rapport à P, ça me donne 2P. Donc ici, on a bien moins U' sur U carré, c'est-à-dire 1 sur U'. On peut donc écrire que f de P, c'est la dérivée d'une autre transformée de Laplace, G' de P, avec G de P qui vaut 1 sur P carré plus 1. F de P, c'est la dérivée de cette transformée de Laplace qui vaut 1 sur P carré plus 1. Je sais trouver l'original de G, je connais ça. Je sais que l'original de G, c'est sinus t U de t. C'est une transformée de Laplace très classique que vous avez dans votre formulaire. Du coup, si j'applique ce qu'on a vu précédemment, le corollaire qu'on a vu précédemment avec la multiplication, je peux en déduire la transformée de Laplace de grand F de P, la transformée de Laplace inverse, l'original de grand F de P. C'est F de t qui vaut du coup, il me suffit de multiplier G de t par moins t. Bien sûr, je rajoute U de t pour toujours dire que cette fonction-là est causale. On va appliquer tout ça à la résolution d'équations différentielles avec des conditions initiales. Pour utiliser la transformée de Laplace, il faut absolument qu'on ait les conditions initiales. Si on n'a pas les conditions initiales, on va être bloqué. Alors on va commencer par quelque chose de très simple. Cette équation différentielle ici, y' moins y égale t exponentielle t, et on a une condition initiale qui nous dit qu'en 0, notre fonction y, qui est notre fonction inconnue que l'on cherche, est égale à moins 1. Y, c'est la fonction inconnue. C'est ce qu'on cherche à déterminer. Ce que l'on veut savoir, c'est quelle est la forme de y en fonction de t. C'est notre objectif ici. Alors ici, on voit qu'on a une équation différentielle du premier ordre, puisqu'il intervient notre fonction inconnue y et sa dérivée première, donc équadif du premier ordre. On voit ici que devant y' et y, on a des coefficients qui sont constants, c'est 1 et moins 1. Elle est aussi linéaire, on voit que y' et y sont à la puissance 1, donc elle est aussi linéaire, cette équation différentielle du premier ordre. Et ici, on a un second membre. Et ça, c'est notre condition initiale.
Alors, vous savez résoudre ce type d'équation différentielle, hein, on a appris à le faire l'année dernière, elle est assez simple. Mais on va voir ce qui se passe lorsqu'on va utiliser les transformées de Laplace pour résoudre cette équation différentielle. Donc, notre fonction inconnue y, on va supposer qu'elle est causale. Sa transformée de Laplace, on va la noter grand Y. Alors, c'est grand Y de P, mais vous verrez que pour faciliter l'écriture, on ne mettra pas forcément le P à chaque fois. D'après le théorème qu'on a vu tout à l'heure, on sait que la transformée de Laplace de Y', ça va être égal à Py de P moins Y de 0 plus. Or, Y de 0 plus, c'est moins 1. Donc, ça fait moins 1, ce qui fait plus 1 qu'on a mis ici. Ensuite, il faut qu'on trouve la transformée de Laplace du second membre, t exponentielle t. Alors, il y a plusieurs façons pour trouver ça. Première chose qu'on va utiliser, c'est le fait qu'on sait que la transformée de Laplace de t, la fonction t, causale, u de t, c'est 1 sur p carré. Et ici, ce t est multiplié par exponentielle t, ce qui nous indique une translation de la variable p. Translation de la variable de p, c'est-à-dire que je vais prendre en fait ici cette transformée de Laplace et je vais remplacer par p moins 1. Parce que ici j'ai exponentielle de plus 1t, donc là ça me donne p moins 1. Donc ça c'est des choses qu'on a déjà vues précédemment. Donc ça fait 1 sur p moins 1 carré. Je vais donc pouvoir réécrire toute cette équation différentielle là dans l'espace de Laplace. Au lieu d'avoir du coup un système, je vais avoir une seule équation. Donc voilà, ici j'ai mon équation différentielle avec ma condition initiale qui se résout à cette équation algébrique P grand Y de P plus 1 moins Y de P égale 1 sur P moins 1 au carré. Je vais passer ici le plus 1 ici va passer de l'autre côté du signe égal, donc ça va me faire moins 1, et je vais regrouper ici, je vais factoriser les deux termes qui me restent par y de p. Donc quand je factorise par y de p, il me reste p moins 1, que j'ai ici, fois y de p, égale 1 sur p moins 1 carré, moins 1. Le moins 1, c'est le plus 1 que j'ai passé de l'autre côté du signe égal. Je vais isoler y de p en divisant tout par p moins 1. Donc, lorsque je vais tout diviser par p moins 1, il va me rester une expression de grand Y de p qui est 1 sur p moins 1 au cube moins 1 sur p moins 1. Il me reste, pour résoudre complètement mon équation différentielle, à trouver l'original de cette transformée de Laplace Y de p. Ça, je sais faire. Ici, Y de t, alors ce terme-là, 1 sur p moins 1, il est très facile, c'est exponentielle t. Celui-là, ici, je vois que j'ai une translation de la variable p. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais d'abord chercher, ici, hop, je vois que j'ai une translation de la variable p. Donc, je fais comme si je n'avais pas de translation, donc j'aurais une transformée de Laplace qui serait 1 sur p au cube. Ça, je sais trouver son original. Je sais que c'est t carré sur 2. Et comme j'ai une translation de la variable p de moins 1, je vais multiplier par exponentielle plus 1t. Et donc, c'est le terme qu'on va retrouver ici. Et celui-là, ça je sais faire. Moins 1 sur p moins 1, ça me donne moins exponentielle t. Ça, vous avez dans le formulaire, c'est une transformée inverse classique. Bien sûr, je rajoute ici u de t pour indiquer que ma fonction est causale. Et j'ai fini. J'ai trouvé la solution de mon équation différentielle.